Guy Georges, l'assassin de l'Est parisien, Paris, année 1990. La ville lumière vivait une ère de prospérité et de modernisation, mais dans les rues de l'Est parisien, une ombre sinistre commençait à se former. Entre 1991 et 1997, une série de crimes brutaux terrorisa la capitale française, menant les autorités à la plus grande chasse à l'homme de l'histoire criminelle du pays. Au centre de cette tragédie se trouvait un homme dont le nom deviendrait synonyme de terreur. Guy Georges, connu sous le nom de la Bête de Bastille, l'un des tueurs en série les plus dangereux et méthodiques de France depuis la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de Guy Georges ne commença pas avec ses crimes les plus connus, mais des décennies auparavant, dans une enfance marquée par la misère, l'abandon et la violence. Guy Georges naquit sous le nom de Guy Rampillon, le 10 ou 15 octobre 1962, fruit de la relation entre une femme française et un cuisinier militaire afro-américain nommé George Cartwright, stationné dans une base OTAN. Sa mère, Hélène Rampillon, avait déjà un fils aîné, et l'arrivée de Guy apporta encore plus de complications à une famille déjà déstructurée. Dès les premières années de sa vie, Guy Georges fit face à une réalité brutale. Son enfance fut marquée par la pauvreté extrême et l'abandon émotionnel. L'absence paternelle et l'instabilité familiale créèrent un environnement toxique qui façonnerait profondément sa personnalité. Les registres indiquent que, dès son plus jeune âge, Georges manifestait des signes inquiétants d'agressivité et de comportement antisocial, caractéristiques qui deviendraient plus prononcées avec le temps. Pendant l'adolescence, Guy Georges présentait déjà un schéma de comportement violent qui présageait les horreurs à venir. Il fut arrêté plusieurs fois pour différents délits, démontrant une escalade graduelle de violence que les autorités de l'époque ne parvinrent pas à interpréter adéquatement. Plus alarmant encore, durant cette période, Georges tenta de tuer ses deux sœurs, un épisode qui aurait dû servir de signal d'alarme clair sur sa nature dangereuse. De plus, il agressa plusieurs femmes tout au long de sa jeunesse, établissant un schéma de violence de genre qui s'intensifierait dramatiquement dans les années suivantes. La transition vers la vie adulte n'apporta pas de stabilité à Guy Georges. Au contraire, sa violence devint plus raffinée et méthodiquement planifiée. Au début des années 1990, il commença à développer ce qui deviendrait son modus operandi caractéristique, la sélection soigneuse de victimes et l'exécution brutale de ses crimes. Ses premières victimes furent des femmes jeunes, séduisantes et énergiques, un schéma qu'il maintiendrait de manière cohérente tout au long de sa carrière criminelle. Le premier meurtre confirmé de Guy Georges eut lieu en 1991, marquant le début d'un règne de terreur qui durerait 6 ans. Sa première victime fut une jeune femme qui, comme toutes celles qui suivraient, fut choisie non par hasard, mais parce qu'elle correspondait au profil spécifique que Georges recherchait. Le crime fut exécuté avec une brutalité saisissante. La victime fut enlevée, violée, torturée et finalement assassinée. Ce schéma se répéterait avec une régularité terrifiante au cours des années suivantes. Le modus operandi de Guy Georges se caractérisait par une combinaison troublante de planification méticuleuse et de violence extrême. Il sélectionnait ses victimes avec soin, généralement des femmes jeunes qui vivaient seules ou qu'il pouvait approcher sans témoin. Son apparence commune et sa capacité à paraître inoffensif initialement l'aidaient à gagner la confiance de ses victimes. Une fois qu'il obtenait l'accès, Georges révélait sa vraie nature, un prédateur calculateur et brutal qui soumettait ses victimes à des heures de torture avant de les tuer. Les crimes de Georges n'étaient pas impulsifs, mais soigneusement orchestrés. Il étudiait les habitudes de ses victimes, connaissait leurs horaires et trouvait des moyens de s'approcher d'elles quand elles étaient les plus vulnérables. Fréquemment, il envahissait les résidences de ses victimes pendant la nuit, profitant de l'obscurité et de l'isolement pour exécuter ses actes horribles sans interruption. La violence qu'il infligeait était extrême. En plus du viol, il torturait ses victimes de manières indescriptibles avant de les assassiner, démontrant un sadisme qui choqua même les enquêteurs expérimentés. Entre 1991 et 1997, Guy Georges tua 7 femmes de manière confirmée, bien que les autorités suspectent que le nombre réel de victimes puisse être plus élevé. Chaque crime suivait un schéma similaire, mais Georges démontrait également une capacité troublante à adapter ses méthodes, rendant l'enquête encore plus difficile. La plupart de ces attaques eurent lieu dans le quartier de Bastille, dans l'est de Paris, zone qui devint synonyme de peur pendant ces années terribles. Les victimes de Guy Georges étaient des femmes ordinaires qui vivaient leur vie normalement jusqu'au moment où elles croisèrent son chemin. Chacune avait des rêves,
une famille, des amis et un avenir qui fut brutalement interrompu. La première victime confirmée fut assassinée en janvier 1991, établissant le début d'une série qui terroriserait Paris. Leurs morts ne furent pas seulement des statistiques criminelles, mais des tragédies humaines qui laissèrent des familles brisées et une communauté en état de choc. L'impact psychologique des crimes de Georges sur la population parisienne fut immense. Les jeunes femmes changèrent leurs habitudes de vie, évitant de sortir seules, surtout pendant la nuit. Le quartier de Bastille, traditionnellement vibrant et plein de vie nocturne, devint un lieu de peur. Des familles entières vivaient en état d'alerte constant, et l'atmosphère de terreur s'étendait au-delà des zones où les crimes avaient lieu. Pendant les 6 années d'activité de Georges, la police française fit face à l'un des plus grands défis de son histoire. Les enquêteurs travaillaient sans relâche, mais Georges était extrêmement prudent pour ne pas laisser de preuves évidentes. Il variait ses méthodes d'entrée, ne suivait pas un calendrier prévisible et évitait les schémas qui auraient pu faciliter sa capture. Cette capacité d'adaptation et de planification rendit l'enquête exceptionnellement difficile. L'affaire provoqua la plus grande chasse à l'homme de l'histoire criminelle française. D'énormes ressources furent mobilisées, des équipes spécialisées furent créées et la pression sur les autorités était immense. Les médias français couvraient obsessionnellement chaque développement. Maintenant, le public en état d'alerte constant. Les politiciens exigeaient des résultats, les familles des victimes réclamaient justice et la population parisienne vivait dans une peur croissante. Un aspect crucial de l'enquête fut le développement et l'utilisation de la technologie ADN, qui devenait un outil standard dans l'investigation criminelle. L'affaire Guy Georges catalysa en fait la création du fichier national ADN en France. Les échantillons biologiques collectés sur les scènes de crime fournirent des preuves cruciales qui mèneraient finalement à l'identification de l'assassin. Cette innovation technologique représenta un jalon dans la criminologie française. L'identification de Guy Georges comme l'assassin se fit à travers une combinaison de travail d'enquête traditionnelle et d'analyse ADN. Le 24 mars 1998, le docteur Olivier Pascal annonça finalement le nom de l'assassin, Guy Georges. Ce moment représenta un tournant dans l'enquête, transformant des années de théorie et de soupçons en certitudes scientifiques. La correspondance de l'ADN de Georges, avec les échantillons trouvés sur toutes les scènes de crime, fournit une preuve irréfutable de sa culpabilité. L'arrestation de Guy Georges eut lieu le 27 mars 1998, quand la police le trouva à Montmartre. Le moment de la capture fut relativement calme, contrastant dramatiquement avec la violence extrême de ses crimes. Georges ne résista pas à l'arrestation, percevant peut-être que les preuves scientifiques contre lui étaient incontestables. Sa détention apporta un soulagement palpable à la population parisienne, qui pouvait finalement dormir plus tranquillement en sachant que le prédateur avait été capturé. Lors des premiers interrogatoires, Guy Georges nia initialement toute participation au crime, mais les preuves ADN étaient irréfutables. L'ADN de Georges correspondait à celui trouvé sur toutes les 4 principales scènes de crime, ainsi que lors d'une tentative de viol. Cette preuve scientifique solide signifiait que toute tentative de déni serait inutile. Finalement, Georges admit être l'auteur de 7 homicides, confirmant ce que les enquêteurs savaient déjà grâce aux preuves médico-légales. Le procès de Guy Georges fut un événement qui capta l'attention de toute la France. Réalisé entre 2000 et 2001, le processus fut intensément couvert par les médias, chaque détail étant analysé et discuté publiquement. Les familles des victimes eurent finalement l'opportunité de confronter l'homme qui avait détruit leur vie, tandis que le public français put voir de près le visage du mal qui avait terrorisé Paris pendant tant d'années. Durant le procès, des détails horribles des crimes furent révélés, choquant même les observateurs expérimentés. La défense de Georges tenta d'argumenter des facteurs atténuants basés sur son enfance difficile et ses problèmes mentaux. Mais les preuves de préméditation et la nature extrêmement brutale des crimes rendaient pratiquement impossible tout argument de clémence. Le procureur présenta un dossier dévastateur, démontrant non seulement la culpabilité de Georges, mais aussi la planification méticuleuse et la cruauté extrême de ses actes. Le 5 avril 2001, Guy Georges fut condamné pour les assassinats de 7 femmes. La sentence fut la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant 22 ans, l'une des sentences les plus sévères possibles dans le système judiciaire français. Le verdict fut reçu avec satisfaction par les familles des victimes et la société française en général,
représentant non seulement la justice pour les crimes commis, mais aussi une garantie que Georges ne pourrait plus jamais nuire à d'autres personnes. Les répercussions de l'affaire Guy Georges en France furent profondes et durables. L'affaire ne résulta pas seulement en la création du système national de fichiers ADN, mais provoqua aussi des changements significatifs dans les protocoles d'enquête criminelle. La police française apprit des leçons précieuses sur la coordination interrégionale, l'utilisation de technologies médico-légales avancées et l'importance de l'analyse comportementale dans les affaires de tueurs en série. L'impact social de l'affaire fut également significatif. La France fut obligée de confronter la réalité que des tueurs en série pouvaient opérer sur son territoire pendant des années sans détection. Cela mena à des discussions nationales sur la sécurité publique, la protection des femmes et le besoin de ressources adéquates pour les enquêtes criminelles complexes. L'affaire souligna aussi l'importance de la coopération entre différentes agences policières et la nécessité de partager efficacement les informations. Pour les familles des victimes, le procès et la condamnation de Georges fournirent un certain degré de clôture, bien que la douleur de leur perte demeurât. Beaucoup devinrent des défenseurs de changements dans le système judiciaire et d'une meilleure protection pour les femmes vulnérables. Leurs voix continuèrent d'influencer les politiques publiques des années après le procès, garantissant que les morts de leurs êtres chers ne furent pas vaines. L'affaire eut aussi un impact sur la culture populaire française. Guy Georges devint un archétype du mal, étudié dans les universités, analysé par les criminologues et représenté dans des documentaires et films. Le documentaire Netflix The Women and the Murderer porta l'affaire à une audience internationale, soulignant tant les horreurs des crimes que le travail héroïque des enquêteurs qui amenèrent finalement Georges devant la justice. Du point de vue criminologique, Guy Georges représente une étude de cas fascinante sur la psychologie des tueurs en série. Sa capacité à maintenir une apparence normale tout en commettant des crimes horribles, son escalade graduelle de violence depuis la jeunesse et son modus operandi méticuleux fournissent des perspectives précieuses sur la façon dont de tels prédateurs opèrent. Les criminologues continuent d'étudier son cas pour mieux comprendre les facteurs qui créent des tueurs en série et développer des stratégies plus efficaces de détection précoce. L'enquête de l'affaire Georges démontra aussi l'importance de la persistance et du dévouement des enquêteurs. Malgré les défis énormes et la pression publique intense, les équipes policières n'abandonnèrent jamais la recherche de la vérité. Leur travail méticuleux dans la collecte de preuves, l'analyse de schémas comportementaux et l'utilisation finale de la technologie ADN exemplifient le meilleur du travail policier professionnel. Aujourd'hui, Guy Georges demeure emprisonné dans une institution pénitentiaire française, purgeant sa peine de réclusion à perpétuité. Sa capture et sa condamnation représentèrent non seulement la justice pour ses victimes, mais aussi un jalon dans l'évolution de l'enquête criminelle française. L'affaire établit des précédents qui continuent d'influencer la façon dont la France gère les crimes graves et les enquêtes complexes. L'héritage de l'affaire Guy Georges transcende les crimes individuels qu'il commit. Elle obligea la France à examiner ses vulnérabilités, améliorer ses systèmes d'enquête et développer de meilleurs outils pour protéger ses citoyens. Les 7 femmes qui perdirent la vie ne moururent pas en vain si leurs morts menèrent à des changements qui sauvèrent d'autres vies. L'histoire de Guy Georges sert comme un rappel sombre que le mal peut se cacher derrière un visage commun, opérant pendant des années sans détection. Mais elle démontre aussi qu'avec la persistance, le dévouement et l'utilisation appropriée de la technologie, même les prédateurs les plus prudents peuvent finalement être capturés et traduits en justice. L'affaire demeure comme un témoignage, tant de la capacité humaine pour le mal que pour le bien, montrant comment une société peut répondre aux menaces extrêmes avec détermination, innovation et finalement justice. Les répercussions de l'affaire Guy Georges continuent de résonner dans la France contemporaine, rappelant que la vigilance constante et l'amélioration continue des systèmes de sécurité publique sont essentiels pour protéger les vulnérables. Son histoire est l'une des plus sombres de la criminologie française moderne, mais aussi l'une des plus importantes pour comprendre comment une société peut affronter et surmonter ses pires cauchemars.